Paul Mathieu, a.k.a. le doc. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et toi Thibaut? Très bien, c'est un plaisir partagé de faire cette vidéo ensemble depuis le temps que tu es sur les réseaux toi aussi. Effectivement. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es cardiologue. C'est ça. Et tu es aussi et surtout, avant d'être cardiologue, passionné de musculation. Et youtubeur, c'est très important. Et aujourd'hui, ensemble, je t'ai envoyé mes résultats d'analyse sanguine. Ils sont là. Que j'ai faites qui datent exactement de la semaine dernière. Ok. Et du coup, l'idée, c'est que tu nous aides à les déchiffrer. Comme ça, les personnes qui vont regarder la vidéo YouTube et qui ne savent pas analyser des analyses en apprennent un petit peu plus. Très bien, donc c'est des analyses assez standards d'une personne qui pourrait être faite à titre de dépistage parce que c'est toujours bon de faire de temps en temps des analyses sanguines. Ouais. Je pense que ça c'est la base, ça dépend de votre âge, ça dépend de vos maladies bien sûr, il y a des gens qui auront besoin d'avoir des analyses plus régulières, tous les 3 mois, tous les 6 mois en cas de maladie spécifique. Plus on vieillit, plus il va falloir je pense les faire de façon un peu plus régulière. À partir de 35-40 ans, je pense qu'une fois par an c'est le minimum, mais il n'y a pas vraiment de règle. Si vous êtes jeune, c'est bien d'en faire une de temps en temps, tous les 3, 4, 5 ans, mais au moins d'en faire une fois dans sa vie. Des fois je vois des gens à 30 ans, ils n'ont jamais fait. Ça arrive, jamais, jamais, vrai. Jamais de la vie. Jamais de et la du coup, vie. on peut tomber parfois sur des choses qui seraient dépistables des maladies de façon simple avec une prise de sang. L'autre chose que je vais dire, ça aussi c'est important, on peut faire des prises de sang hyper exhaustives, mais ça ne permet pas de tout diagnostiquer. Il y a des gens qui pensent que comme leur prise de sang est normale, ils n'ont aucune maladie, tout va bien, alors que parfois il y a des choses qui ne se diagnostiquent pas sur les prises de sang. Une fracture, ta prise de sang peut être normale, pourtant tu peux avoir le bras déplacé. Donc ça c'est aussi important, il y a des choses qui se diagnostiquent à la clinique, donc à l'examen ou à l'imagerie. L'autre chose, je vais vous révéler le secret de 10 ans d'études de médecine. Pour analyser une prise de sang, il faut regarder tout simplement est-ce que la valeur elle est en gras, en rouge ou avec une astérisque. Si elle n'est pas en rouge, c'est que la valeur est dans les normes, donc c'est normal. Et si ça sort des normes, il faut se poser des questions. Ok, j'ai pas vu de rouge pour l'instant. L'autre chose, un dernier petit message d'introduction, c'est que les normes biologiques, c'est en fonction d'une gaussienne. En gros, on prend des personnes qui n'ont pas de maladie particulière et on va établir des normes, c'est-à-dire en gros 95% des gens, c'est la fameuse courbe en cloche, 95% des gens vont être dans la norme. Mais parfois, on peut sortir un petit peu de la norme sans que ce soit une maladie. En gros, il y a 2,5% des gens qui n'ont pas de problème, qui vont être un peu en dessus de la valeur, et 2,5% qui vont être un peu en dessous. Donc c'est vrai que dans mon cas de figure, moi j'essaie de faire au moins une prise de sang par an, d'avoir un petit bilan, tu vois, annuel, de faire un petit état des lieux. Je pense que c'est très bien. Thibaut, est-ce que tu es prêt pour tes résultats? Je suis prêt, comme j'ai l'impression d'être au conseil de classe et tu vas lire mes résultats. C'est ça. Non, vas-y, donc l'hématologie alors. Voilà, l'hématologie, c'est l'étude de tous les globules du sang. Globules rouges, globules blancs, plaquettes. Donc ce qu'on peut lire, la première partie, ça va être les globules rouges, ça va être les hématies. Les hématies, c'est le nombre de globules rouges. Alors bien sûr, c'est indexé en fonction, c'est une concentration en fonction c'est par litre. Mais la valeur d'hématie, en gros, elle n'est pas très importante. Ce qui est plus important, c'est le taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui va se lier à l'oxygène et c'est vraiment ça qui va être le paramètre important, c'est la concentration en gros d'hémoglobine dans les globules rouges et donc dans le sang, en sachant que l'hémoglobine c'est le transporteur de l'oxygène pour les différents organes, que ce soit les muscles, le cerveau, le cœur, le foie, bref, tous les organes vont avoir besoin d'oxygène et c'est vraiment l'hémoglobine qui va s'attacher, se lier à l'oxygène. C'est pour ça que les globules rouges, ce sont les transporteurs de l'oxygène. Donc là, ton taux d'hémoglobine, il est à 15 grammes par 100 millilitres, donc globalement c'est vraiment la valeur optimale on va dire, en sachant qu'il y a 2 cas de figure qui peuvent arriver quand ça sort des normes. Le premier c'est quand l'hémoglobine est en dessous des normales, alors les valeurs sont un peu plus, les normes sont un petit peu plus hautes pour les hommes que pour les femmes, c'est physiologique, mais si vous êtes en dessous ça s'appelle une anémie, ça veut dire que vous manquez d'hémoglobine et donc vous pouvez être un petit peu fatigué, un petit peu essoufflé, en gros votre oxygène et un peu moins bien transporté jusqu'au tissu. Et les causes de ça, de façon très largement majoritaire, c'est la carence en fer, typiquement chez les femmes qui vont avoir leurs règles et donc qui vont perdre du sang tous les mois et qui n'auront pas forcément des apports en fer dans l'alimentation qui vont être suffisants. Par exemple, un régime vegan, un régime pauvre en viande rouge. Donc, si on combine les deux, des pertes importantes et pas assez d'apports, ça peut donner une anémie et donc un taux d'hémoglobine qui va être bas. L'autre chose, c'est quand la valeur va être au-dessus de la norme, on parle de polyglobulie. C'est quand le taux d'hémoglobine et le taux d'hématocrite, qui est en gros le pourcentage d'hémoglobine dans le plasma et de globules rouges, va être élevé.
Et ça peut se voir dans certaines maladies génétiques ou alors pour les sportifs, ceux qui vont utiliser de l'EPO ou des stéroïdes anabolisants, ça va doper un petit peu la concentration en hémoglobine. Par exemple, le plus classique, hein, c'est chez les cyclistes qui vont se doper à l'EPO pour avoir plus de transporteurs d'oxygène et pour pouvoir faire les cols alors que toi, ils vont te doubler en voiture. Donc l'idée, c'est ça. Un peu plus d'endurance. Si j'avais été dopé aux stéroïdes ou à l'EPO, j'aurais quoi comme stat à peu près, tu penses, sur l'hémoglobine et l'hématocrit? En gros, l'hématocrit, alors c'est pas obligatoire, hein, il y a des gens qui sont dopés et qui vont pas avoir plus, mais en gros, tu serais un peu au-dessus. Par exemple, un hématocrit à 55-56% et une hémoglobine qui pourrait être à 18,5%. Parfois 19, globalement c'est un tout petit peu au-dessus. D'accord, ok. Et ça suffit à déceler si quelqu'un peut être dopé? Ça peut être un marqueur. Après, okay. C'est simplement un petit indice. Ok. et le risque quand on a trop de globules rouges, c'est que le sang est plus visqueux et donc ça favorise les caillots de sang. Forcément, plus il y a de concentration, plus le sang est visqueux, plus le sang en gros peut coaguler et se boucher. On va tourner la page, ce sont les plaquettes. Les plaquettes, c'est ce qui va venir faire coaguler le sang. Par exemple, si vous faites une petite plaie et que vous commencez à saigner, les plaquettes vont venir colmater la brèche pour limiter l'hémorragie. Donc c'est quelque chose de très important pour la coagulation. Là, tes plaquettes sont normales, elles sont à 200 000. Les normes sont assez larges. Hein. En gros, les valeurs peuvent se distribuer de façon large. Et souvent, le taux de plaquettes peut être un petit peu bas, c'est physiologique tant qu'on ne descend pas en gros en dessous de 100, 120 000. Des fois, c'est simplement des petites variantes génétiques. Okay. On revient les leucocytes. Les leucocytes, c'est les fameux globules blancs. Et donc, ça va être des globules qui vont faire partie de l'immunité pour lutter contre les infections. Et il y a plusieurs sous-catégories. Il y a les polynucléaires, neutrophiles et eosinophiles. En gros, c'est en fonction de leur couleur. Les lymphocytes et les monocytes. Ce qu'il faut retenir pour les plus importants, c'est en gros les polynucléaires neutrophiles. Schématiquement, ça va être les infections bactériennes de façon spécifique. Donc si votre taux est plus bas, vous risquez d'être plus sensible aux infections bactériennes. Les deuxièmes, ce sont les lymphocytes. Ça va être plus spécifique des virus. Donc bactéries et virus, c'est deux types d'agents infectieux qui sont différents. Les bactéries, il y en a partout, hein, au niveau du tube digestif, au niveau de la peau, dans le monde extérieur. Donc quand on a des polynucléaires neutrophiles qui sont bas, c'est en général quelque chose de plus grave parce que les bactéries justement peuvent venir de façon assez facile. Alors que les lymphocytes, c'est les virus. Les virus, normalement, on en rencontre un petit peu moins. Il y a le virus de la grippe, il y a eu le Covid, et donc on est un peu plus sensible aux infections, mais on va dire que c'est plus facile de se protéger contre les virus avec des mesures comme un masque ou autre. Donc là, tes paramètres, ils sont normaux, donc normalement, tu ne devrais pas t'infecter plus que d'autres personnes. Ok, super. Maintenant, si tu es prêt, on peut s'attaquer à ta biochimie sanguine. Allez. Donc la biochimie, il y a plusieurs marqueurs. Le premier qu'on peut citer, c'est le ionogramme. Le ionogramme, en gros, c'est l'analyse des différents ions dans le sang. Et donc les principaux, ça va être le sodium et le potassium. Le sodium, c'est le sel. Typiquement, c'est le sel de table, hein, c'est le fameux Na. Et ce qu'on appelle la natrémie, le taux de sodium dans le sang, la plupart des gens, et ça c'est un faux ami, vont penser qu'il dépend de la quantité de sel qu'ils vont avoir dans leur alimentation. Alors qu'en réalité, c'est un petit piège. Je ne vais pas forcément détailler, sinon on pourrait faire une vidéo d'1 heure. Mais ça dépend en fait de l'état d'hydratation. En gros, quand vous allez boire, vous allez diluer votre sang. Ou alors à l'inverse, quand vous êtes déshydraté, votre sang va se concentrer. Et donc le taux de sodium va varier. Donc là, tu es pile poil au niveau de la moyenne. Hein, c'est 139, 140. Donc ça veut dire que ton état d'hydratation, il est bon. Ouais, franchement, je dois avoir au moins 2,5 litres au moins par jour, facile. Voilà, c'est important hein, d'avoir une hydratation qui est adaptée. Bien sûr, alors on pose souvent la question combien d'eau il faut boire par jour. Il n'y a pas de règle, ça va dépendre de la température extérieure. Est-ce que vous transpirez? Est-ce que vous faites du sport? Si vous faites 2 heures de sport, forcément vous allez devoir boire plus à cause de la transpiration. Et en été, quand on transpire, on perd plus d'eau qu'en hiver où en général on a un peu moins soif. Mais en général, la soif, chez la plupart des gens, c'est un très bon marqueur. Maintenant, il y a quand même des gens qui, en se basant juste sur la soif, vont boire pas beaucoup, 1 litre, 1,5 litre. En général, c'est quand même assez faible et dans ces cas-là, il vaut mieux se forcer un petit peu. Je pense que 2,5 litres, 3 litres, c'est une bonne moyenne. Le potassium, en gros, c'est un ion qui va jouer sur les cellules électriques, c'est-à-dire, schématiquement,
les muscles, les cellules musculaires qui vont se dépolariser, hein, c'est de l'électricité qui circule pour déclencher la contraction, et surtout les cellules cardiaques, qui sont, on va dire, les plus importantes, même si je sais que vous êtes des sportifs qui faisaient de la muscu, donc le cœur ça passe après que les biceps. Oh, mais je fais pas mal de cardio en vrai maintenant. Bon alors c'est bon. C'est vrai. Donc pareil, ton potassium, il est bon, il est pile poil dans la norme. Et le risque, quand on a trop ou pas assez de potassium, en fait, c'est surtout le risque cardiaque. Ce sont les troubles du rythme, c'est-à-dire que le cœur peut s'emballer, que ce soit en excès, encore une fois, ou en déficit. Et les causes de déficit, c'est rarement, parfois ça peut être les carences d'apport, mais c'est assez rare. Souvent, ça va être des médicaments comme des diurétiques qui vont faire éliminer le potassium. Ou on peut le voir aussi chez les personnes anorexiques qui vont avoir peu d'apport alimentaire, qui vont se faire vomir ou qui vont utiliser des laxatifs. Puisqu'il y a beaucoup de pertes en fait de potassium dans les vomissements, dans le liquide gastrique ou dans les selles. Et chez ces personnes-là, le risque d'hypokaliémie, c'est-à-dire de potassium bas, il est important pour le risque cardiaque. Et en excès, globalement, ça n'arrive pas. Parfois, c'est des excès d'apport, hein. Surtout les gens qui vont consommer du potassium dans les gélules. Il faut se méfier parce que ça sert à rien d'en prendre trop. Ensuite, on va parler de la fonction rénale. Et ça, je sais que c'est une très très grosse préoccupation chez les personnes qui font du sport. Bien sûr. Parce que la créatinine, exactement, c'est un gros fourre-tout, grosse confusion. En gros, la créatinine, et non, il n'y a pas d'erreur, c'est pas de la créatine. La créatinine, c'est le déchet, la dégradation de la créatine. La créatine, elle sert pour l'énergie, elle est présente en gros dans les muscles, et quand elle va être consommée, elle va se dégrader en créatinine. Pourquoi est-ce qu'on dose la créatinine? Parce qu'en fait, c'est un très bon marqueur pour estimer la fonction rénale, c'est-à-dire le rein va épurer, va filtrer le sang et va éliminer les déchets. Et la créatinine, c'est un marqueur indirect, et c'est super important de préciser le côté indirect, parce que en gros, il va être filtré par le rein, mais il ne va pas être réabsorbé, il ne va pas non plus être produit au niveau du rein. Ça veut dire qu'en gros, si le taux de créatinémie, donc le taux de créatinine dans le sang augmente, c'est souvent, mais pas toujours, le reflet que le rein va éliminer moins bien les déchets, parce que du coup, il va moins filtrer et moins éliminer la créatinine. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand la créatininémie va s'élever, ça peut être un marqueur d'insuffisance rénale. Donc ça dépend, il n'y a pas vraiment de normes, mais ce qui est important de préciser, c'est par contre, et c'est souvent le piège chez les personnes qui font du sport, c'est que forcément, si vous avez plus de créatine et plus de créatinine, en fait, vous pouvez conclure faussement à une insuffisance rénale. Et typiquement, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, ça va être la masse musculaire. Plus vous avez de muscles et plus vous avez de créatine et plus vous avez de créatinine. Donc en fait, si vous prenez Ronnie Coleman ou n'importe quel bodybuilder de 120 kg, forcément, il va avoir plus de créatininémie que si vous prenez mamie, 90 ans, 50 kg, qui a plus de muscles. Mais en fait, c'est normal. Bien sûr. Et donc, on peut conclure à une insuffisance rénale chez un bodybuilder, alors que, en fait, c'est simplement qu'il est très musclé. Pareil, si vous vous supplémentez en créatine, vous augmentez le taux de créatinine. Donc, il faut se méfier, mais il n'y a pas vraiment de règle, mais il faut quand même rester lucide. Si votre taux de créatinine est vraiment au-dessus des normes, il y a quand même peut-être un problème. Mais on va dire que des fois, voilà, chez un sportif, ça peut être un petit peu au-dessus, sans forcément qu'il faille s'inquiéter. Mais si vous avez un doute, il faut recontrôler en fait en ayant arrêté par exemple les suppléments de créatine. Ok, c'est vrai que perso, tu vois, moi ça fait 10 ans que je dois prendre 5 grammes de créatine tous les jours par exemple. Ouais. Donc toi, ça se voit, hein. L'activité sportive, je tire vers les taux un petit peu élevés. C'est ça, toi tu es vers en gros la limite entre guillemets supérieure, en tout cas tu es plutôt haut en créatine, 94. Alors c'est pas non plus extrêmement haut, mais tu as une bonne masse musculaire, tu prends de la créatine, donc l'inverse aurait été étonnant. Si tu avais eu 60 de créatine, ça aurait été plus embêtant. Et ce qu'on va dire maintenant, c'est juste en dessous, il y a des formules pour estimer le débit de filtration. En gros, c'est des formules qui vont prendre en compte l'âge et le poids. Parce que c'est important, encore une fois, d'indexer ce taux de créatinine au gabarit de la personne, comme je l'ai dit juste avant, et à l'âge. Forcément qu'avec l'âge, il y a un petit peu de perte musculaire, il y a un petit peu de perte physiologique de fonction rénale. Hein. Quand on vieillit, on perd un petit peu de tout. Donc ça permet d'indexer et d'avoir des valeurs. Donc les valeurs, en gros, comme c'est écrit, hein, si vous êtes en dessous de 60, vous êtes dans l'insuffisance rénale et donc il vaut mieux avoir un avis médical. Ok, très bien, c'est clair. Parfait. Ensuite, on va passer au niveau du bilan hépatique, c'est-à-dire le foie. Le foie, pour résumer, c'est un organe qui va servir lui aussi à épurer le sang, mais de façon différente. Le rein, c'est un filtre, c'est quelque chose en gros de mécanique.
alors que le foie, il y a plein de réactions enzymatiques qui vont métaboliser plein de molécules, hein, des médicaments, de l'alcool, pour le transformer et l'éliminer sous forme ce qu'on appelle de métabolites inactifs, c'est-à-dire en gros des détritus par le biais de la bile. En gros, la bile, c'est la vésicule biliaire qui stocke la bile et c'est éliminé dans le tube digestif et ensuite par les voies naturelles, c'est-à-dire les selles. Donc, les marqueurs, il y en a deux principaux, enfin plusieurs, mais les deux premiers, c'est les enzymes hépatiques. On peut voir azate et alate, et chez toi, ils sont normaux. Okay, super. En gros, voilà, donc ton foie, a priori, il est en bonne forme. En gros, quand ces marqueurs sont un petit peu plus élevés, ça peut signer qu'il y a une atteinte rénale, sans forcément, une atteinte hépatique, sans forcément préjuger de la cause. Parfois, ça va être simplement une virose, un petit virus. Parfois, ça peut être les hépatites, les maladies donc virales, hépatite C, hépatite B. Parfois, il y a d'autres maladies du foie. Parfois, c'est simplement des médicaments ou des substances qui vont être toxiques. Par exemple, si vous prenez de l'alcool, une grosse cuite, si vous faites votre prise de sang le lendemain, les enzymes vont être élevées. C'est physiologique, c'est simplement qu'en fait, quand le foie métabolise les substances, il va un petit peu sécréter ces enzymes et il peut y avoir du dégât au niveau du foie. Donc, ça dépend en fait de l'intensité, en gros, de l'élévation de ces marqueurs. Plus c'est élevé et plus c'est mauvais. Et de la chronicité, en gros, plus ça dure dans le temps et plus ça veut dire qu'il y a une atteinte du foie de façon répétée. Alors que si vous faites, si vous faites une cuite, ça peut monter, mais normalement ça redescend. Mais si vous faites une cuite tous les soirs, ou que tous les soirs vous prenez votre petit demi-litre de whisky, forcément votre foie il va prendre un coup et ça peut ensuite conduire à des problèmes qui sont plus graves. Donc dans ce cas de figure-là, on serait au-dessus de 50. Ouais, en gros c'est ça. En sachant que là aussi, souvent les gens me disent « Ah, je suis à 51, 52 ». Pas d'inquiétude, hein, si vous êtes juste, c'est comme je vous l'ai dit, hein, il y a toujours un petit delta qui est physiologique. Maintenant, il faut commencer à s'inquiéter si vraiment, soit de façon répétée, vous êtes au-dessus de la norme, soit si vous êtes à plus de 1,5, 2 fois la normale. Mais si c'est vraiment un tout petit peu au-dessus. Et l'autre piège, c'est pour les azates. Les azates, ils sont dans le foie, mais ils sont aussi dans les muscles. Donc, ça peut se voir chez des sportifs ou chez des personnes qui font de la muscu. Si vous faites la prise de sang le lendemain d'une séance ou un petit peu après, en fait, ça peut être un peu au-dessus de la normale. Par exemple, ça va être à 1,5 fois la normale. Encore une fois, hein, si c'est à 10 fois la normale, sauf si vous avez explosé la totalité des muscles de votre corps. Mais voilà, on peut avoir cette petite élévation des enzymes azates. Mais normalement, les alates sont spécifiques du foie et sont normaux. Donc voilà pour les deux premiers marqueurs. Ensuite, je vais passer assez rapidement les gamma-GT, gamma-glutamyltransférase et phosphatase alcaline. C'est d'autres marqueurs, d'autres enzymes au niveau du foie qui sont en général un peu plus spécifiques d'autres choses, notamment de l'élimination de la bile. Et ils peuvent se voir augmenter soit chez les personnes qui consomment de l'alcool de façon chronique, soit chez les personnes qui ont un obstacle sur les voies biliaires. Donc en général, la première chose à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ça peut être un calcul au niveau de la vésicule biliaire, ou parfois d'autres maladies qui vont comprimer les voies biliaires. Mais ça, c'est un peu plus spécifique et ça renseigne sur des choses différentes. Ok, en tout cas, moi, j'ai pas bu d'alcool depuis 10 ans, donc ça doit se voir normalement. Voilà, normalement on est bon. Mais il faut quand même le signaler, hein, les hépatites, hépatite B, hépatite C, il y a quand même des populations qui doivent se faire dépister, même si les maladies sont quand même en train de diminuer en termes d'incidence. Et la dernière chose, voilà, c'est la bilirubine, c'est un pigment qui colore les selles en noir ou en marron quand vous allez aux toilettes. Pareil, quand il augmente, en général, c'est le signe qu'il y a un petit obstacle au niveau des voies biliaires. Ensuite, toujours dans l'ionogramme, tu as fait doser la ferritine. La ferritine, c'est une protéine qui va en gros se lier au fer, comme son nom l'indique, hein, ferritine, et qui va renseigner sur les stocks en fer. En gros, c'est est-ce que tu as une carence ou pas. Là, ta ferritine, elle est normale sans être très élevée. Donc en gros, je ne vais pas dire que tu es sur la limite basse, mais à partir de ça, je peux soit en déduire que tu ne consommes pas forcément beaucoup d'aliments riches en fer, typiquement ce serait la viande rouge, voilà, le foie, ou alors que tu as peut-être des saignements, ou alors que tu as une malabsorption. Des fois, le fer peut mal se lier, mal rentrer dans ton tube digestif, mais en général, c'est une valeur qui est normale. Hein. C'est pas anormal d'être bas, mais en général, ça peut être un petit peu plus élevé chez les personnes qui consomment beaucoup de viande ou qui ont beaucoup d'apports en fer. Mais encore une fois, ta valeur à 45, elle est normale. C'est vrai que je dois manger peut-être 2 fois de la viande rouge par semaine. Je ne suis pas au point de devoir me supplémenter en fer, par exemple. Ah non, il n'y a aucune indication à la supplémentation en fer. Et ça, c'est une bonne remarque. Parce que dans certains compléments, on peut voir parfois dans les multivitamines ou autres des suppléments en fer. Et pour le coup, s'il n'y a pas de carence en fer, il ne faut pas se supplémenter parce que le fer, c'est oxydant.
ça veut dire que vous voyez hein, une barre de métal, une barre de fonte, à la longue ça va rouiller. Et dans votre corps c'est pareil, si vous avez trop de fer, en fait ça va créer de l'oxydation et donc c'est toxique. Et ça a été prouvé, c'est un des compléments qui est toxique si vous le prenez alors que vous n'en avez pas besoin. Et ça peut augmenter la mortalité de façon importante. Hein. Alors c'est bien sûr c'est sur du long terme, hein, mais le fer, il faut vraiment ne pas se supplémenter s'il n'y a pas de raison de le faire, sans jeu de mots. Et donc, très fort. Si la ferritine est normale, aucune raison de le faire. Cette fois-ci, tu as dosé, voilà, page suivante, les vitamines. Donc là, tu as dosé 3 vitamines, B9, B12 et la vitamine D. Ta vitamine B9, la vitamine B9, on la retrouve, ça s'appelle aussi les folates. Ça va être principalement dans la salade, dans les légumes verts. Et là, ton taux de folate est normal. Donc, tu n'as pas de carence. Ça veut dire que tu dois avoir une alimentation assez équilibré. Ouais, légumes c'est bon, c'est Juju qui cuisine, même fait des légumes quasiment à tous les repas, donc niveau légumes j'ai ma dose. Très bien, on continue comme ça. La vitamine B12 pour toutes les personnes. Je peux la garder alors, je reste avec elle, c'est bon. C'est une bonne cuisinière, elle te fait des trucs équilibrés. La vitamine B12, ça va se retrouver dans le jaune d'œuf, dans d'autres aliments, et pour le coup c'est la seule vitamine qui ne va se retrouver que dans les produits animaliers. Et donc pour les personnes qui sont véganes, il faut se méfier parce qu'en général, on conseille quand même une supplémentation en vitamine B12. On a de la chance dans le sens où c'est une vitamine qui peut se stocker sur le long terme. En gros, si vous êtes plein en vitamine B12, il faudra plusieurs années avant de la consommer complètement. Mais ça peut arriver chez des personnes véganes sur plusieurs années qui n'en consomment pas du tout, d'avoir des carences. Et si vous avez une carence en vitamine B12, ça peut être grave avec des anomalies neurologiques, des anémies sévères. Et certaines personnes, parfois, ont des graves problèmes de santé à cause de ça. Maintenant, dans une alimentation équilibrée, en général, il n'y a pas de carence en particulier. Okay. Et troisièmement, la vitamine D. Donc la vitamine D, c'est une enzyme, c'est une hormone et aussi une vitamine. En fait, ça a les deux rôles qui est apportée à la fois par l'alimentation, mais aussi par le soleil. Quand on s'expose aux UV, la peau va permettre de métaboliser, de transformer en gros le cholestérol en vitamine D. Donc, si vous ne vous exposez pas au soleil, si vous habitez à Paris qui fait moche 364 jours dans l'année, la vitamine D, souvent, on est carencé. Toi, tu n'es pas carencé, hein, le taux c'est au-dessus de 30, mais tu vois, tu es à 32. Okay. Tu n'es pas non plus hyper large. Limite. Ouais, en gros, c'est ça. Alors après, la carence, pour avoir des problèmes, il y a le taux optimal, hein, comme c'est écrit, et la carence avec les symptômes, c'est quand on est en général vraiment bas, mais c'est mieux d'être dans le taux optimal parce que la vitamine D, elle sert à la minéralisation osseuse, à la solidité des os, au métabolisme de tout ce qui va être le calcium. Ça sert aussi pour l'immunité, pour énormément de choses. Donc voilà, en général, on peut conseiller à toutes les personnes de se supplémenter en vitamine D. C'est les petites ampoules du V-Dose ou les compléments alimentaires, une fois par mois, ou en tout cas de temps en temps. Et c'est rare d'être en surdosage. Voilà. Ok. Tu me conseillerais peut-être là dans ce cas de figure? Pas forcément parce que là non, tu vois, c'est l'été, tu vas prendre un peu le soleil, si tu fais un footing dehors, si tu pars un peu à la plage. L'été, c'est pas forcément le bon moment pour se supplémenter. Ce serait plutôt en hiver quand tu vois l'exposition solaire, les UV, il y en a moins. Ouais. On est moins dehors, on est sous 3 couches de pull et de doudoune. Mais oui, je pense qu'en hiver, les gens auraient tendance à se supplémenter en vitamine D parce que pour surdoser, il faut vraiment prendre des grosses doses et sur du long terme. Mais si vous prenez les recommandations, on va dire, en termes de vitamine D, vous serez bon et ça peut faire pas de mal à personne. Mais pour le coup, la carence en vitamine D avec le mode de vie actuel, moins de soleil, on travaille moins dehors, on est souvent carencé, donc c'est une vitamine qui pourrait être conseillée à tout le monde. Alors, sauf bien sûr cas particulier, mais en gros, sauf problème de santé, la vitamine D, c'est une assez bonne hormone, enfin vitamine pour se supplémenter. Et enfin, c'est le dernier marqueur que tu as dosé, c'est le marqueur de la thyroïde, c'est la TSH. Donc la thyroïde, c'est une glande qui va permettre en gros le métabolisme, c'est-à-dire en gros la quantité de calories que vous allez brûler, différentes fonctions de façon assez générale, je vais peut-être pas forcément détailler, mais là la TSH, c'est l'enzyme c'est l'hormone qui va dire à la thyroïde est-ce qu'il faut qu'elle synthétise des hormones thyroïdiennes ou pas. Donc c'est ce qu'on dose en général, c'est un très bon reflet pour la plupart des gens de la fonction thyroïdienne. Donc quand elle est normale, ça veut dire que ta thyroïde fonctionne bien et en général que ton taux d'hormones thyroïdienne, T3 et T4, que tu n'as pas dosé ici, mais tu as bien fait parce que si tu n'as aucun problème, en général, la TSH suffit, c'est beaucoup moins cher et ça suffit dans 99% du temps.
ça veut dire que tes hormones thyroïdiennes sont normales et donc a priori tu n'as pas de souci de thyroïde et que ton métabolisme doit fonctionner correctement. Ok, super. Donc voilà, Super. la thyroïde ça peut s'altérer un petit peu chez les gens qui font des régimes restrictifs, hein. En muscu ce serait des sèches prolongées ou des régimes hypocaloriques parce que le métabolisme se ralentit un petit peu, donc le taux d'hormones thyroïdiennes va s'adapter, ça fait partie des facteurs d'adaptation. Mais en général, tout ce qui est anabolisant, non, ça joue pas sur la thyroïde. Mais parfois, on voit des gens qui prennent du dopage aux hormones thyroïdiennes. Donc ça, bien sûr, que ça va altérer la TSH. Et il faut pas trop jouer avec ça parce que ça peut aussi donner des problèmes cardiaques quand la thyroïde est trop active. On peut être en tachycardie, des troubles du rythme. Donc la thyroïde, c'est bien quand elle est normale. Ok, trop bien, trop bien. Donc petit bilan alors général, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, on est plutôt pas mal, hein. Il n'y a rien du tout, ce qui est assez étonnant, qui est en gras ou en anormal. Donc Thibaut, bah, t'es apte à continuer les vidéos YouTube. Et continuer la muscu, c'est bon. C'est ça, je vous le rends. Trop bien. Ben, merci beaucoup en tout cas, Mathieu. De rien. Et bon courage, je te dérange pas plus. Pas de soucis. Et bon courage pour le boulot. Salut Thibaut, salut tout le monde.